Monsieur Morel, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Le Parlement européen a donné le feu vert pour le début des négociations de l'accord de libre-échange entre la Tunisie et l'Union européenne. Pourquoi maintenant ? Le contexte politique s'y prête incontestablement. Vous savez, la Tunisie, c'est à la fois le berceau et le symbole du printemps arabe. Et c'est un pays qui est confronté à des difficultés économiques qu'on connaît, notamment la chute du tourisme, les problèmes agricoles, problèmes politiques aussi, évidemment, parce que le terrorisme n'est pas loin. Et l'Union européenne se devait d'aider le peuple tunisien et la Tunisie dans son développement. La question qu'on s'est posée, nous, Européens, c'est comment on peut faire. Alors bien sûr, il y a des aides financières exceptionnelles qu'un certain nombre d'États membres, beaucoup d'ailleurs, sont prêts à donner. Mais l'idée qu'on avait, c'était comment on pouvait contribuer au développement économique de la Tunisie. Et pour ça, l'idée de favoriser les échanges entre la Tunisie et l'Union européenne nous a semblé opportune. Donc il y a le lancement de la négociation, la Commission et le Parlement vont superviser cet échange, mais on est encore loin parce qu'il faut quand même mettre toutes les choses sur la table. Il y a des inquiétudes des deux côtés, du côté tunisien, du côté européen, et en même temps il y a des opportunités qu'il faut qu'on sache saisir. Donc voilà pourquoi le moment, c'est pas à vous que je vais expliquer que le contexte politique est très compliqué, et notre devoir d'Européens, c'est la solidarité avec le peuple tunisien qui lutte pour une transition démocratique réussie. Les mouvements syndicaux, les organisations de la société civile tunisienne en général ne sont pas vraiment d'accord avec le fond, en tout cas, de ce début des négociations. Je dirais plutôt qu'on a des mouvements dans la société civile qui sont inquiets. Et on peut comprendre les inquiétudes, parce qu'un accord de libre-échange traditionnel, prenons un exemple entre les États-Unis et l'Union européenne, ce qui est en train d'être négocié actuellement, c'est comment on harmonise les normes, comment on harmonise les règles, comment on ouvre nos marchés publics de façon réciproque. Mais là, très clairement, ce n'est pas ce que nous voulons. En tout cas, le Parlement européen a voté une résolution où il dit très clairement cet accord de libre-échange, il doit être asymétrique. C'est-à-dire qu'il doit se faire au profit de la Tunisie et des Tunisiens. Et puis il doit être progressif, c'est-à-dire on va prendre du temps, y compris il va y avoir un calendrier, un échéancier. On ne va pas dire demain aux Tunisiens, vous ouvrez vos marchés publics aux produits européens, et puis nous on fait de même. La différence entre les deux économies fait que l'impact serait désastreux. Donc c'est pas ça, on est vraiment dans une logique d'aide au développement, de transfert des technologies auprès des Tunisiens. Il faut absolument que cet accord soit asymétrique, parce que, comme je vous le disais, plus qu'un accord de libre-échange, c'est un partenariat politique et économique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut rassurer la société civile et les producteurs tunisiens. Rien ne sera fait qui mette en péril l'économie tunisienne. Monsieur Morel, vous savez que vous êtes un des rares hommes politiques européens, et pas les moindres, donc un député européen, qui demande, qui exige l'implication de la société civile européenne. Donc on a toujours tendance à parler de la société civile des pays partenaires, les pays tiers, plus précisément les pays du Maghreb et les pays avec lesquels l'Union européenne a conclu un accord d'association. Mais là, vous êtes là pour exiger même d'impliquer la société civile européenne. Pourquoi donc? Et là aussi, pourquoi maintenant? Je vais vous dire une chose, c'est très simple. La plupart des gens, que ce soit en Europe, mais c'est le cas je pense en Tunisie aussi, ont l'impression que quand la Commission négocie un accord de libre-échange, elle pense aux intérêts des multinationales, elle pense aux intérêts des détenteurs du capital, mais elle ne s'intéresse pas aux gens, aux consommateurs, aux petits producteurs, aux petits agriculteurs qui sont concernés au premier chef par un accord de libre-échange. Or moi je pense que, compte tenu de la défiance grandissante qu'il y a par rapport aux politiques, et notamment en Europe, compte tenu du contexte où il y a quand même des doutes par rapport à l'efficacité de la démocratie en Europe, par rapport aux valeurs de l'Union européenne, de solidarité, de progrès, je pense que c'est indispensable que les citoyens, les consommateurs, soient associés aux négociations, qu'ils aient leur mot à dire, et que les négociations, et c'est là une vraie révolution,
se fasse dans la transparence. Sur cet accord entre l'Union européenne et la Tunisie, moi j'ai fait passer un certain nombre d'amendements avec la rapporteure, Madame de Sarnez, qui est également une Française, pour dire qu'il faut que les négociations soient totalement transparentes. Il faut que les syndicats, les associations de consommateurs, les chefs d'entreprise aussi, aient leur mot à dire dans ce qu'on va négocier. Parce que sinon, c'est quoi? C'est les techniciens de la Commission de l'un côté, les techniciens du gouvernement tunisien de l'autre, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui viennent du terrain, qu'il y ait des retours par rapport à ce qu'on est en train de négocier. Donc moi, je pense que c'est très important. Et je peux vous le dire tout de suite, cet accord de libre-échange, il ne verra pas le jour si on n'associe pas étroitement la société civile des deux côtés de la Méditerranée à la négociation. Vous ne pensez pas que les médias européens ont un rôle à jouer pour informer? Je vais vous donner un exemple. Donc, par rapport à cette actualité, j'ai essayé de compulser la presse européenne en général. J'ai trouvé une ou deux lignes sur le sujet. En Tunisie, ça fait la une de tous les médias, et même au-delà, au Maghreb, au Proche-Orient, dans le monde arabe, on a parlé de cette actualité. Ah mais là, vous touchez du doigt un problème structurel en Europe, c'est que nous construisons l'unification politique du continent, et curieusement, beaucoup de médias ne s'intéressent pas à la vie politique européenne et s'intéressent encore moins à ces accords de libre-échange, alors même qu'ils vont avoir une conséquence concrète pour la vie des gens. Parce que ça peut paraître technique, mais enfin la vérité quand même, c'est qu'une fois que l'accord est signé, c'est très concret pour les gens au quotidien. C'est les prix des produits, c'est les produits que je trouve en magasin, c'est la traçabilité des produits. Est-ce que l'huile d'olive que j'achète, elle vient bien de Tunisie? Est-ce qu'elle est bio? Enfin, ça c'est quand même concret pour les gens et pour les consommateurs. Mais oui, il y a une forme de désintérêt des médias, ça peut être le cas des médias français par exemple, par rapport à certaines questions qui sont négociées à Bruxelles. Et alors, bien sûr, les gens parlent de l'Europe, mais ils en parlent surtout quand il y a des problèmes. Alors, il y a des problèmes aujourd'hui. La crise des réfugiés, c'est un problème énorme. Les médias en parlent beaucoup. La crise de l'euro, avec la menace par rapport aux Grecs, ça c'est aussi quelque chose dont on a discuté. Mais ces choses-là très concrètes, qui déterminent l'avenir des peuples et dont on est en train de parler là, c'est vrai que c'est plus rare. On revient au sujet principal. À quoi vont aboutir les négociations, in fine? Moi, je pense qu'il faut que ça soit un accord qui soit bénéfique à la Tunisie d'abord. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la Tunisie est touchée de plein fouet aujourd'hui dans son économie. Elle est largement tributaire des recettes touristiques. Or, vu ce qui s'est passé et vu le contexte, le tourisme s'est quand même largement effondré. Deuxième ressource, c'est l'huile d'olive. On a fait d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a fait un accord spécifique, un texte spécifique pour favoriser un peu les producteurs d'huile d'olive tunisiens afin que les marchandises qu'ils exportent en Europe soient moins taxées. Ça n'a pas été facile, hein, parce que vous avez les agriculteurs espagnols, italiens qui disaient attention, il ne faut pas que ça impacte trop le marché européen. Pourquoi ce vacarme des agriculteurs Parce qu'il y a deux problèmes en réalité. Vous avez les oliveraies, notamment en Italie, qui sont touchés par une maladie. Et donc les agriculteurs ont de grosses difficultés financières. Mais ça n'a rien à voir avec la question spécifique de l'huile d'olive tunisienne. Pourquoi? Aujourd'hui, l'huile d'olive tunisienne, ça représente 3% du marché européen. Peut-être que ça va monter jusqu'à 5%, c'est rien du tout. Ça ne va pas jouer sur les prix, ça ne va pas jouer sur la production. Mais nous, surtout, on y voyait un geste de solidarité avec les agriculteurs tunisiens. Parce qu'on peut pas, le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter de mots. On ne peut pas dire on veut aider la Tunisie, et quand on est face à un problème, dire ah ben non, là, on ne peut rien faire. Non, si on veut aider les Tunisiens, il faut en tirer les conséquences. Tirer les conséquences, c'est, par exemple, leur donner moins de droits de douane pour les produits qu'ils exportent en Union européenne. Ça paraît totalement logique. Alors justement, le libre-échange va notamment finir par réduire, donc comment pousser à réduire les droits de douane et de barrières douanières au profit de la Tunisie. Pourquoi ne pas aller plus loin, c'est-à-dire abolir bonnement et simplement les droits douaniers? Vous savez, de toute façon, il y a toujours plus ou moins des droits de douane avec les pays hors Union européenne, même avec les États-Unis ou le Canada, c'est le cas. Hein. Ça, c'est les règles du commerce international. Mais l'idée, c'est pas seulement de travailler sur les droits de douane, c'est de travailler sur une régulation
sur l'augmentation des échanges, mais de façon intelligente, coordonnée, et puis sur une forme de réciprocité, notamment dans le transfert de technologies en ce qui concerne l'Union européenne vers la Tunisie. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande beaucoup de l'énergie, beaucoup de ténacité, mais ça, franchement, c'est quelque chose qui est important. Et de la même façon, on est en train de réfléchir à un accord de libre-échange à venir avec la Jordanie. Parce que ce qu'on oublie de dire, je parlais de la Jordanie, on pourrait dire la même chose sur la Tunisie ou même le Liban. Voilà des pays qui accueillent, dans le contexte particulier, des centaines de milliers de réfugiés, voire même des millions, dans le cadre du Liban ou de la Tunisie avec les Libyens. Et nous, on a notre réflexion européenne sur cette crise des réfugiés. En même temps, à un moment, il faut qu'on s'interroge sur comment on fait pour aider nos pays voisins, les pays frères de l'autre côté de la Méditerranée, qui, eux, sont confrontés à des problématiques 10 fois plus importantes que nous sur cette question. Si on n'est pas capable de les aider, si on n'est pas capable d'imaginer une façon pour l'Europe d'être solidaire, franchement, c'est qu'on ne joue pas notre rôle d'Européen. Et dans ce cas-là, l'Europe, ça veut rien dire. Donc c'est pour ça, moi, que j'incite beaucoup pour qu'on parvienne à des textes qui soient au profit des pays, en l'occurrence du Maghreb. Mais je crois que c'est très important. Ça veut dire quoi, alors, un accord de libre-échange complet et approfondi? Je vais vous donner un exemple. Quand je dis que ça doit être asymétrique, l'Europe ne peut pas exiger, par exemple de la Tunisie, qu'elle cesse de subventionner certaines entreprises. Parce qu'au sein du marché intérieur européen, il y a une règle, on peut la contester, moi je la conteste, mais elle existe, qui dit on interdit les aides d'État. On ne va pas exiger ça, par exemple, de la Tunisie. Ça serait absurde d'appliquer à l'économie tunisienne qui souffre les règles de l'Union européenne sur les aides d'État. Voilà. Pour moi, un accord de libre-échange réussi, c'est un accord de libre-échange qui prend en compte les spécificités de l'économie tunisienne. C'est ce qu'on devra faire. Vous pensez qu'un jour, progressivement, on va arriver au même donc, accord de libre-échange qui a eu lieu déjà depuis quelques années avec la Turquie et avec Israël? Alors, de toute façon, c'est des accords qui ne sont jamais fixés, qu'on peut renégocier. Mais moi, ce que je souhaite, je vais vous dire, alors là, on est au-delà du libre-échange, il y a ce beau concept d'euro-méditerranée. Moi, je crois, en tout cas pour moi, français, c'est tout aussi important que l'ouverture vers l'Est de l'Europe. Vous comprenez bien, parce que c'est notre histoire, parce qu'il y a une logique géographique et une logique historique. Et pour ce faire, il y a les échanges humains, il y a la circulation des personnes, mais il y a aussi la question du développement économique et du commerce. Et de ce point de vue-là, pour moi, les partenariats qu'on est en train de négocier, ça n'est pas que du commerce, c'est aussi du partenariat politique. Il y a des pays qu'on doit aider, la Tunisie en fait partie, aussi parce que la Tunisie a pris des engagements d'un point de vue démocratique. Et nous, on a envie de les aider. Donc de ce point de vue-là, il faut être conséquent. On a survolé un petit peu les retombées pour la Tunisie, mais qu'en est-il des retombées pour l'Union européenne? Elle ne fait pas ça. L'Union européenne ou l'Europe en général, ce n'est pas Mère Teresa. Non, c'est pas Mère Teresa, alors ça, mais parfois l'Europe, c'est vrai, manque de solidarité envers ses voisins. Et encore une fois, les retombées pour l'Union européenne peuvent être positives, mais j'insiste, il faut que ça soit surtout positif pour les Tunisiens. Voilà, peut-être que je vais choquer certains de mes collègues en disant ça, mais évidemment qu'on ne négocie pas avec les Tunisiens comme on négocie avec les Américains. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants, c'est le plus gros marché intérieur du monde. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes problématiques et les mêmes exigences. Je pense que, et c'est pour ça que je suis enthousiaste quand on parle de ces pays-là, je pense que si on veut les aider vraiment, il faut avoir l'intelligence de donner et l'intelligence d'un accord qui soit surtout gagnant pour eux, les Tunisiens. Donc on parle toujours et encore de la liberté de circulation des marchandises. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à la liberté de la circulation des personnes? Ah ben ça, c'est une question très importante. Alors le problème, c'est que vous voyez bien le contexte. Le contexte, c'est que l'Europe est confrontée à une crise migratoire et que pour l'instant, la réponse se fait attendre. On a même une sorte de résurgence des égoïsmes nationaux avec des États membres qui disent bah, « les migrants, pas chez moi ». Donc c'est difficile d'aborder la question de la liberté de circulation des personnes, notamment avec les pays du Maghreb aujourd'hui, parce qu'il y a cette crise et parce qu'il y a la crainte
d'infiltration terroriste, enfin, tout ce qu'on peut lire dans les journaux ou les fantasmes qui sont par rapport à ça. Monsieur Morel, nous sommes d'accord qu'en ce moment, ça n'est pas possible. Mais à terme, vous le savez, la Tunisie a été le premier pays à signer un accord d'association avec l'Union européenne. C'était, si je ne m'abuse, en 1995, en 1995. Et là aussi, il y a eu question de la liberté des personnes. Mais l'Union européenne, elle ferme les yeux et elle bouche les oreilles dès qu'il s'agit de ce point-là précisément. Oui, mais ce que je vous disais, là on est sur des problématiques de temps long. Moi je pense que, je vous parlais de l'Euro-Méditerranée tout à l'heure, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avancera dans une construction plus politique, et ces questions se régleront ou seront réglées d'elles-mêmes. On n'y est pas encore, je suis le premier à le regretter, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut cesser de se battre pour. Qu'est-ce qui fait selon vous que la Tunisie pourrait réussir sa transition démocratique et pas les pays voisins qui sont, c'est vrai, beaucoup plus grands, mais qui connaissent une certaine stabilité. Je pense au Maroc, je pense à l'Algérie. Alors, je ne vais surtout pas me lancer dans un débat comparatif entre le modèle algérien, le modèle marocain, le modèle tunisien. Disons que, pour moi, européen et démocrate, la façon dont la vie politique est en train de se structurer en Tunisie, le recours à des élections qui sont libres et démocratiques, la rédaction d'une constitution qui quand même permet l'expression des droits fondamentaux, ça convient assez à l'idée que je me fais de la démocratie. Voilà. Il y a une spécificité marocaine, mais une stabilité politique incontestable. Il y a une spécificité algérienne aussi. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des modèles de développement différents, les trois. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que la vérité, c'est que nous avons vibré avec les Tunisiens. Quand ils se sont révoltés, quand ils ont changé de régime, on a été enthousiasmés par ça parce qu'on avait l'impression qu'il se passait quelque chose de fort, d'historique et surtout de bénéfique pour la population. Et il faut être à la hauteur de cette espérance qu'on a partagée à ce moment-là. Et pour être à la hauteur, il faut faire en sorte que cette transition démocratique elle soit réussie. Ce n'est pas l'Europe qui va dire comment il faut faire, mais en tout cas c'est l'Europe qui va dire on vous aide, on vous accompagne parce qu'on pense que vous avez raison de prendre ce chemin. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Même avec les questions commerciales, on peut y arriver. Pourquoi l'Union européenne ne pousse pas à une intégration économique maghrébine, et la France en l'occurrence, ou singulièrement la France, pour les raisons que vous savez, historiques, culturelles. Pourquoi ne pas... vous évoquiez tout à l'heure les 500 millions de citoyens de l'Union européenne. Ce n'est pas une aberration que l'Union européenne négocie avec une Tunisie de 10 millions d'habitants ou le Maroc de 40 millions d'habitants. Pourquoi ne pas avoir une intégration économique? Et là, vous avez au moins 100 millions d'habitants, une intégration qui peut profiter et aux pays de l'Union européenne et aux pays du Maghreb central. Alors, la question n'est pas seulement à poser aux Européens, il faut la poser aussi au gouvernement des pays auxquels vous faites allusion. Parce que pour les faire travailler ensemble, ce n'est pas toujours facile non plus. Vous êtes d'accord, moi, ce que je pense, et on est quand même un certain nombre de députés européens à le souhaiter, c'est en effet qu'il y ait ça existe déjà dans le cas euro-méditerranéen. Mais il faut muscler ça, il faut en faire quelque chose d'ambitieux. Et à terme, et si on y arrive, mais si tout le monde est d'accord, pas seulement les Européens, alors moi je suis comme vous, je pense que c'est le chemin qu'il faut parcourir. Mais on en est encore loin, c'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est assez pragmatique. On voit que la Tunisie est ouverte à la négociation, alors qu'avec le Maroc il y a des problèmes aujourd'hui qui sont liés à une décision de la Cour de justice qui fait que le gouvernement marocain dit bon puisque c'est ça on arrête de discuter pour l'instant. Bon là la Tunisie est ouverte, on peut avancer, alors faisons-le. N'attendons pas que tout le monde soit prêt parce que si on attend que tout le monde soit prêt, on ne va pas avancer très vite. On sait que les Maghrébins peuvent un jour intégrer carrément l'Union européenne. Souvenez-vous, à la mi-80, le roi Hassan II avait déjà même proposé d'intégrer le Maroc à l'Union européenne. Vous pensez que c'est une possibilité? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Français, et donc un pays méditerranéen, l'idée d'un rapprochement politique, progressif, avec les pays du Maghreb, c'est quelque chose de l'ordre de l'évidence. Ça, c'est vrai.
Après, on a un problème, nous, Européens, c'est qu'on a fait l'élargissement, on est désormais 28, et qu'on voit bien qu'un certain nombre de choses ne fonctionnent pas. Précisément parce qu'on est 28. Et parce que dans les traités, il y a la règle de l'unanimité sur un certain nombre de sujets, et que ça ne se passe pas toujours bien. Donc c'est difficile, je veux dire, je ne vais pas dire dans cette émission, ça ne marche pas tellement à 28, c'est la raison pour laquelle on veut être encore plus. Parce que dans ce cas-là, c'est la dilution du projet européen. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut renforcer la coopération avec les pays du Maghreb, du Machrek qui le souhaitent. Voilà. Qui est le plus proche de l'Union européenne, Israël et la Turquie, ou les pays du Maghreb et du Proche-Orient? Ça dépend si vous parlez d'un point de vue politique, culturel, historique. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Avec la Turquie, aujourd'hui, les discussions sont très denses et très riches, mais parce qu'il y a la question spécifique des migrants, parce que la Turquie veut rentrer dans l'Union européenne, qu'il y a un processus d'adhésion qui est quand même un peu au point mort. Voilà, avec Israël, il y a d'autres types de relations. Elle n'a pas besoin d'entrer. Vous savez que les observateurs, surtout issus du monde arabe, disent qu'Israël est le 29e pays membre de l'Union européenne. Israël, historiquement, a des relations très étroites avec l'Union européenne, comme elle a des relations très étroites avec les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un fait géopolitique. Je ne suis pas sûr qu'Israël veuille rentrer dans l'Europe, même si ils sont présents dans les coupes de football européennes, les Israéliens. Bon, voilà. Mais encore une fois, la question n'est pas de savoir qui est le plus proche de l'Europe. La question est de savoir comment on construit un ensemble géopolitique cohérent qui soit un espace de paix, pour l'instant on en est loin, de sécurité, et aussi, rêvons un peu, de prospérité. Ça, c'est vraiment la question qui nous est posée. Et l'espace méditerranéen, de ce point de vue-là, c'est un enjeu considérable pour nous. Monsieur Morel, le temps est passé vraiment très vite avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.